Thierry Mandon, le secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous avec l'AFP. Karine Perret nous rejoindra sur Public Sénat avec Perrine Tarnot qui vous interrogera sur votre idée de loi CDD, c'est-à-dire à durée déterminée. Et Karine, elle reviendra avec vous sur vos propos. C'était ici même. Ils avaient mis le feu mi-novembre. Vous jugiez qu'une primaire serait indispensable, y compris pour François Hollande. François Hollande, justement, que l'on dit déjà engagé dans sa pré-campagne pour 2017, Thierry Mandon. Certains à droite lui reprochent une double faute morale ces jours-ci. Ne pas avoir été en Russie pour les 70 ans de la victoire sur les nazis, et on sait le prix payé par les Russes, et avoir rencontré Fidel Castro, le dictateur qu'il dénonçait dans une tribune au Nouvel Obs en 2003. Est-ce que vous avez été heurté ou est-ce que vous êtes réticent, au moins dans un des deux cas que je viens d'évoquer et qui sont critiqués? Non, en Russie, enfin à Moscou, la France était représentée par le ministre des Affaires étrangères, donc au plus haut niveau compte tenu du déplacement du président, et donc il n'y a pas de mauvaise manière vis-à-vis des Russes. Bien au contraire, on peut même interpréter la présence le 8 mai du ministre des Affaires étrangères comme la volonté de la France de garder un lien avec les Russes, quelles que soient les difficultés qui nous opposent aujourd'hui. Quant à la rencontre avec Fidel Castro, moi je trouve que c'est bien que la France ne laisse pas la place aux Américains seuls à Cuba, et je pense que les Cubains ont besoin de relations avec l'Europe, et ils ont choisi la France comme point d'appui dans leur relation avec l'Europe. L'ouverture d'un début de libéralisation, c'est pas Fidel Castro, c'est son frère. Non, mais bon, vous voyez, c'est la tenue protocolaire dans laquelle Fidel Castro a reçu le président montre que voilà, il y a des moments, au-delà même de la politique, il y a des rapports d'hommes qui sont utiles d'entretenir. Thierry Mandon, dans l'actualité, il y a la charge contre Bercy de l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, qui renonce à la présidence du groupe de défense, du groupe électronique Thales. Le gouvernement a-t-il cherché à l'abattre, comme il le prétend, pour des considérations politiciennes? Non, je crois que ce monsieur, que je ne connais pas, ne manque pas de toupet. Ce qui lui arrive est l'aboutissement inéluctable de l'aveuglement déontologique dont il fait preuve. Voilà quelqu'un qui souhaitait présider un des premiers groupes de défense français, Thales, qui par ailleurs est conseiller d'un des grands acteurs du nucléaire civil et militaire russe, et qui ne voit pas le conflit d'intérêts possible entre ces deux responsabilités. Franchement, le ministre Emmanuel Macron a très bien fait de tenir bon, et il a d'autant plus raison qu'on voit bien, on peut compter parfois sur les grands patrons pour s'auto-réguler, pour eux-mêmes avoir un code de déontologie qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Manifestement, il y a des exceptions, et il est bon que dans ces moments-là, la puissance publique un peu rappelle un principe de réalité. Donc il a bien fait de renoncer, puisque c'était sa décision. Je suis pas certain. Poussé. Oui, c'est pas un geste qu'il fait spontanément, au contraire. Mais c'est grâce à Emmanuel Macron qui a bien fait de rappeler des principes, de tenir bon sur les principes. Et on peut être un peu choqué de l'attitude d'Henri Proglio, qui a quand même mis longtemps à regarder la réalité en face. Il manque pas de toupet, alors vous rajoutez aux critiques, parce que lui, il dit, j'en ai marre, on me fait passer pour un traître, pour un goinfre, pour un espion, pour un guignol. Il est tout ça? Tout ça est un peu contradictoire, mais la réalité, c'est que la déontologie minimale et un peu de lucidité oblige à considérer que quand on veut être patron d'un des principaux groupes de défense français, on n'est pas conseiller du principal groupe de nucléaire civil et militaire russe. Et ces deux positions authentiquement incompatibles. La bataille politique fait rage plus que jamais autour de la réforme du collège et des programmes également. Combien de temps Najat Vallaud-Belkacem va-t-elle pouvoir tenir, alors qu'on le voit, François Hollande et Manuel Valls tous les jours se relaient pour la soutenir? Ils ont raison de la soutenir, c'est une bonne réforme. D'ailleurs, moi je suis persuadé que ces interrogations tout à fait normales, c'est pas une petite réforme, la réforme du collège. D'abord, elle est indispensable, et c'est vraiment une des grandes réformes du quinquennat, qu'il y ait des débats autour de cette réforme. C'est normal, mais qu'on mélange un peu tout, et que la plupart de ceux qui critiquent n'aient pas pris la peine de lire le texte. Vous n'allez pas reprendre le reproche adressé aux pseudo-intellectuels? Moi je respecte le débat d'opinion qui soit, donc j'ai pas de problème par rapport aux intellectuels. Quels que soient leurs propos, et même quand je suis en désaccord avec eux. En revanche, je crois que beaucoup des critiques qui sont faites aujourd'hui à ce texte sont l'objet de gens qui ne connaissent pas le texte ou qui le dénaturent, et la ministre va, dans les semaines, avec l'aide du gouvernement, remettre les points sur les i. Et je pense que cette réforme non seulement sera votée, mais que Najat Vallaud-Belkacem sera ministre de l'Éducation nationale bien longtemps.
Ah oui. Que répondez-vous à Nicolas Sarkozy? Alors, il a lancé, lui, une charge très virulente contre la ministre de l'Éducation nationale, jugeant, je le cite, qu'elle parvient à dépasser Christiane Taubira dans la course effrénée pour la médiocrité. Que répondez-vous? Que Nicolas Sarkozy s'attaque toujours aux personnes. C'est quand même tout à fait étrange qu'il ait pris en grippe hier Christiane Taubira, aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem. Et en même temps, ça se comprend au regard du bilan qu'il a lui-même à valoriser de ce qu'il a fait quand il était président de la République en matière d'éducation nationale. On comprend qu'il préfère parler d'autre chose. C'est pas une bonne manière de faire. Et plus généralement, puisqu'il est fan de Victor Hugo, j'ai envie de lui rappeler que Victor Hugo lui-même disait que la rancune est une dépense improductive. C'est pas bien et c'est pas utile de se positionner en fonction de ce qu'on aurait voulu demeurer être et pas en fonction de la réalité des faits. D'ailleurs, il n'y a pas de critique de fond sur la réforme, et tout simplement parce que je crois que les principaux points de critique sont des points qui ne tiennent pas à l'examen précis du texte. Mais pour vous, le moteur de Nicolas Sarkozy, ça ne serait que la rancune et l'esprit de vengeance? Je le crois. Je crois que ses propos personnels, ses attaques personnelles indécentes contre les ministres, hier Christiane Taubira, aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem, sont en effet le fruit de cette rancune. Alors, il n'y a pas que les femmes, en l'espèce, qu'il critique, il y a aussi quand même la réforme sur le fond, Thierry Mandon. Il la juge désastreuse et même peut-être irréversible pour notre République. Et il n'est pas le seul à le dire. Vous avez cité les intellectuels, des grands noms comme Alain Finkielkraut, par exemple, qui dénonce également une réforme désastreuse et une fureur anti-élitiste. Et il a regardé les programmes, l'approche globale de l'enseignement. Alors, pour le coup, c'est un vrai débat. Que la question de savoir si notre école doit promouvoir un modèle d'excellence pour tous qui nécessairement génère une élite. Et ça, c'est le grand combat qu'a toujours mené la gauche. Mais absolument, mais nous n'y renonçons absolument pas. Bien au contraire, nous disons simplement que ce n'est pas dès le collège que ça doit se passer. Qu'au contraire, quand on est collégien, c'est-à-dire quand on a 10 ou 11 ans, il est trop tôt pour être déjà parqué dans les très bons élèves ou ceux qui vraiment devront faire avec les moyens dont ils disposent. Que l'enjeu du collège, c'est la démocratisation de l'enseignement le plus longtemps possible, l'élévation du niveau de la qualité de l'excellence, pour que les plus brillants, ensuite, au lycée, aient leur chance. Et donc, nous voulons pourquoi désigner l'élite, les élèves méritants, qui sont peut-être pour certains issus de bonnes familles, entre guillemets, aisés. Pour eux, mais il y a personne. C'est pas, la réforme est dirigée contre personne, elle est dirigée pour. Je prends l'exemple d'un des points de critique qui est fait par un certain nombre de personnes. Encore une fois, il faut entendre les critiques, qui est la suppression des classes bilingues. En 6e, 15% des collégiens. Les classes bilingues en 6e sont remplacées en 5e par 100% de classes bilingues pour tous les collégiens. Voilà. Est-ce que là, on détruit l'éducation nationale en donnant la possibilité à tous les enfants... Dans les classes bilingues aujourd'hui, il y a des élèves extrêmement motivés qui viennent de tous les milieux sociaux. Bien sûr, mais attendez, le c'est un élément de diversité sociale important. Au lieu, ils attendront un an, et au lieu que ces classes soient réservées à 15% des collégiens, elles seront ouvertes à 100% des collégiens. Moi, je crois que c'est un progrès. Ça ne remet rien en cause, ni l'excellence au collège, ni même la capacité des élites à faire leur chemin. C'est des opportunités ouvertes à toutes les familles et à tous les enfants de France. Vous dites que Najat Vallaud-Belkacem est là pour durer en quelque sorte au ministère de l'Éducation nationale. Pourtant, on a l'impression que la mobilisation, je le répète, du président de la République, de son Premier ministre jour après jour, montre en fait sa situation de faiblesse. Non, c'est pas ça. C'est que Najat Vallaud-Belkacem, d'abord, la décision qu'elle prend aujourd'hui sur une partie de ce qui fait polémique, c'est-à-dire les classes bilingues, le latin, le grec, c'est une décision, c'est un décret. Il n'y a pas de débat parlementaire, parce que le débat a eu lieu, c'était la loi Payon. Et donc, il n'y a pas l'occasion d'expliquer, de débattre vraiment avec la représentation nationale, dans le détail, des objectifs qui sont les siens, puisque le travail a déjà eu lieu. Et probablement, ce moment de pédagogie parlementaire, qui n'est pas programmé, manque. Et je crois que beaucoup des problématiques aujourd'hui, si je mets de côté la mauvaise foi ou la rancune, tiennent à ce déficit d'explication. Il ne faut pas la laisser seule. C'est l'affaire du président, c'est l'affaire du Premier ministre, mais c'est l'affaire de tous les membres du gouvernement d'expliquer ce qu'est réellement cette réforme et ses intentions. Encore une fois, c'est l'excellence
pour tous. Ah oui, mais tous les parents d'élèves ne seront pas convaincus par vos arguments, ni ceux de la ministre. Est-ce que vous n'allez pas finalement favoriser l'enseignement privé avec cette réforme? Est-ce que certains parents ne vont pas être tentés d'enlever leurs enfants de l'école publique? Mais ce serait quand même tout à fait curieux qu'en créant des postes supplémentaires, 4000 postes supplémentaires, en renforçant le soutien des élèves qui ont des difficultés, en offrant la possibilité à tous les collégiens de France d'apprendre 2 langues dès la 5e. D'accord, mais il y a des contre-arguments, vous le savez, en diluant certains apprentissages, par exemple, dans des approches pluridisciplinaires. C'est aussi critiqué par certains professeurs. Oui, mais qui vont faire grève d'ailleurs. En même temps, les classements internationaux le montrent, et les pays qui réussissent dans les classements internationaux, l'interdisciplinarité, c'est vraiment une nécessité pédagogique. Et si cette réforme est engagée par Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas parce que le collège marche bien, c'est au contraire parce qu'il marche pas bien du tout, et qu'on sait que c'est le maillon faible de l'enseignement en France aujourd'hui. C'est à ça qu'on s'attaque, et je suis convaincu que les résultats seront assez rapides. Bon, vous reconnaissez qu'il faudra un effort de pédagogie pour cette réforme, et peut-être même des adaptations. Il faut de la pédagogie. Et des adaptations. Il faut peut-être des aménagements, et notamment ça va être le cas sur les programmes d'histoire. Là, pour le coup, il y a une consultation qui est engagée vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enseignants. Donc il y aura sûrement des modifications, mais il faut... Oui, par définition, il n'y a pas de décision, il y a des propositions d'une autorité indépendante, en l'occurrence le Conseil national des programmes. Thierry Mandon, le Sénat a voté la loi Macron, les socialistes se sont abstenus pour la plupart, certains ont voté contre. La majorité, semble-t-il, a pris Emmanuel Macron au pied de la lettre en libéralisant encore plus, en simplifiant davantage. La majorité sénatoriale. C'est la majorité du Sénat, effectivement. Voilà. Alors, je veux dire, la droite... Qui n'est pas la majorité. Qui n'est pas la vôtre. Mais vous souvenez-vous, quand vous aviez la majorité de gauche au Sénat, elle n'était pas forcément derrière vous non plus. Alors, en tous les cas, la droite sénatoriale a voté la loi Macron. Est-ce que vous lui faites grief d'avoir, encore une fois, libéralisé un peu plus et simplifié, ce qui est votre cœur de métier, j'ai envie de dire? Alors moi j'ai un désaccord, je le dis très calmement, avec la majorité sénatoriale, qu'on a eu l'occasion déjà de débattre très longuement quand j'ai présenté une loi de simplification qui a été adoptée en décembre dernier. Ce désaccord, c'est en effet sur la simplification. Pour la droite sénatoriale, simplifier, c'est enlever des droits. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée qu'il y a derrière ce mécanisme, c'est que c'est la loi, c'est la règle qui complique, et moins il y a de règles, et mieux on se porte. Et personnellement, je pense exactement l'inverse. Je pense que simplifier, c'est fait au nom du droit. C'est-à-dire que simplifier, c'est pas enlever des droits, c'est rendre les droits plus accessibles, plus lisibles, donc plus efficaces. Et ça donne quoi? Ça donne une volonté finalement, mais en même temps ils sont très partagés les sénateurs, parce que d'un côté ils font de l'affichage politique, ils suppriment la pénibilité, ils suppriment la loi Hamon sur l'information des salariés en cas de rachat d'entreprise, de fait ils créent un dispositif, les accords dits offensifs, qui permettront de contourner les 35 heures, bref. Ça, c'est une idée, c'est une idée qui a cours aussi à Bercy. Hein. Non, mais attendez, non. En l'occurrence, c'est pas dans le texte. Hein. C'est dans aucun texte qu'on peut faire. C'est de l'affichage libéral, mais c'est des convictions libérales avec lesquelles je suis en désaccord. Et en même temps, sur bon nombre d'articles du texte, reconnaissons qu'ils ont fait un travail parlementaire remarquable et qu'il y a des articles qui sont tout à fait bonifiés par leur passage au Sénat. Alors, Karine Perret de l'AFP arrive. On va voir avant cela avec... Audrey Vuattas, ce que révèle, ça va vous plaire. Thierry Mandon, la dernière livraison de l'enquête Fracture française d'Ipsos, fracture qui se réduisent en fait, notamment sur la question du libéralisme côté socialiste. Le libéralisme fait son chemin dans l'esprit des sympathisants socialistes. Pour relancer la croissance, par exemple, une enquête Ipsos et Soprasteria montre que 34% des sympathisants PS sondés estiment qu'il faut donner plus de liberté aux entreprises au détriment de l'État. Il n'était que 23% en 2014. Voilà, c'est une évolution qui est assez significative pour le coup, et qui montre que finalement, d'une certaine façon, les sympathisants socialistes suivent la ligne économique du gouvernement. Et elle montre aussi que les frondeurs, et notamment ils ont été très actifs au moment sur la loi Macron, n'ont pas réussi à convaincre les sympathisants socialistes. Une défaite idéologique des frondeurs, Laurent Baumel n'est pas de cet avis. Par une petite acrobatie, il explique qu'il y a surtout un problème avec la définition du terme sympathisant socialiste. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande à des gens de se qualifier, ceux qui se disent socialistes aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, sont souvent des gens qui adhèrent à la politique gouvernementale actuelle.
Laurent Baumel se concentre sur la forme. Christophe Carèche, chef de file du pôle des réformateurs, comprend surtout que les sympathisants socialistes soutiennent le changement face à la crise. La gauche aurait tort de s'enfermer dans une conception purement, j'allais dire, protectrice ou défensive. Elle doit être capable d'accompagner aussi ce sentiment des Français qui veulent réussir, qui veulent s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Ce que je reproche fondamentalement quand même à un certain nombre de mes camarades, c'est d'être dans une posture qui est une posture d'empêchement, de blocage. Un tacle de Christophe Carèche plutôt mal perçu dans le camp des frondeurs. Mais moi, je conteste l'idée que le mouvement, c'est le libéralisme. On peut faire des réformes de gauche, on peut faire des réformes social-démocrates. Je respecte les hommes, mais je suis farouchement hostile à ce qu'ils représentent idéologiquement parce que je pense que c'est potentiellement destructeur de l'idée socialiste. Les deux écoles ne s'en cachent pas, leur opposition a été exacerbée par la présence de la gauche au pouvoir. Reste maintenant à connaître le penchant des militants. Ce sera le 21 mai prochain, lors du vote des différentes motions. Voilà, Karine Perret de l'agence France Presse est avec nous. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Vos questions à Monsieur Mandon. Oui, alors on verra ce qui se passera effectivement au congrès du Parti socialiste début juin. Mais là, est-ce que vous diriez, comme le prétend cette étude, qu'il y a d'ores et déjà une défaite idéologique des frondeurs avec une adhésion de plus en plus forte des sympathisants au libéralisme ? Je crois qu'il y a une nouvelle identité socialiste qui n'est pas encore formulée suffisamment précisément. Peut-être le sera-t-elle au Congrès, peut-être le sera-t-elle après, qui finalement nous permet de sortir de cette espèce de jeu de rôle qu'on vient de voir. C'est pas le choix aujourd'hui entre aider les entreprises et arrêter de redistribuer ou redistribuer au détriment des entreprises. À l'évidence, on voit bien qu'on a un nouveau mode productif à trouver, qui est fait de plus grande prise en compte de la réalité économique. Et la réalité économique, c'est que nos entreprises françaises, les petites comme les grosses, elles ont besoin d'être soutenues parce que dans la croissance internationale aujourd'hui, elles ne font pas le poids par rapport à bon nombre de leurs compétiteurs. En tout cas, une bonne partie du tissu industriel. Donc, politique de l'offre, tout le nouveau cours de la politique de François Hollande. Mais ce n'est pas fait seulement pour faire plaisir aux entreprises. C'est fait pour les salariés des entreprises et pour ceux qui aimeraient bien le devenir. Et donc, en fait, c'est authentiquement un projet qui articule l'économique, le soutien aux entreprises, et le social, l'emploi et à terme, on l'espère, le pouvoir d'achat. Donc il ne faut pas opposer, il n'y a pas de division, ceux qui aiment les entreprises et ceux qui aiment le social, parce que de toute façon, quand il n'y a pas de richesse à distribuer, on ne peut pas distribuer. Donc il y a possibilité de formuler cette nouvelle idéologie socialiste. Une nouvelle identité, vous dites. Une nouvelle identité qui est faite d'une articulation repensée entre l'économique et le social. On reste dans les sondages. Une étude de l'Institut Odoxa disait récemment que 70% des Français préféreraient Manuel Valls comme candidat en 2017 à François Hollande. Est-ce que vous faites partie de ces 70% ? Ah non, moi je fais partie du gouvernement de Manuel Valls qui travaille au service des orientations du président de la République. Donc je souhaite que le président de la République réussisse parce que, voilà, pour l'instant on n'a pas les résultats qu'on souhaiterait. Mais on ne désespère pas de les obtenir assez rapidement. Et s'il réussit, vous n'arrivez jamais à être désespéré parce que là, le temps file. Je crois que c'est très important votre question et c'est le mot temps. Il faut que les politiques de gauche comme de droite comprennent que la vitesse des sociétés déconnecte la vie publique. La vie publique, c'est beaucoup trop lent. C'est complètement désynchronisé par rapport à la vitesse d'adaptation qu'impliquent les sociétés. Donc, il y a plein de choses à repenser dans la fabrication des lois, dans la fabrication des normes, dans la simplification, dans la façon de faire de la politique. On y reviendra. Les élections, vous n'allez pas le changer. Hein. Non, mais je crois, pour être très concret, que l'année 2015, donc il reste encore 9 mois environ, enfin un peu moins, c'est peut-être l'année des premiers résultats. Et ça, c'est l'enjeu pour le président de la République. Et s'il réussit, il n'y a pas de raison qu'ils disent, bah, écoutez les gars, j'ai réussi, il a fêté ses 3 ans à l'Élysée là, récemment, et puis il s'est fixé 3 objectifs, dont la confiance, retrouver la confiance des Français. Comment peut-il, alors que justement la reprise économique n'est pas là et le chômage est toujours aussi fort ? Écoutez, c'est probablement le point sur lequel on a les plus gros progrès à faire, la question de la confiance. Mon sentiment, c'est que quand bien même nous aurions des résultats économiques, et je pense qu'ils vont arriver, et nous aurions des résultats sociaux, notamment en matière de chômage, je ne suis pas certain que ça recrée de la confiance. Disons les choses autrement, je pense que la crise de confiance, la crise démocratique, a une autonomie en dehors de l'économique et du social. Et que la question de la défiance des Français à l'égard des politiques, ceux qui gouvernent
comme ceux qui ont gouverné. On va parler de ceux qui gouvernent. Hein. Oui, elle est beaucoup plus profonde. Il y a évidemment une dimension économique et sociale, mais il y a une dimension identitaire, il y a une dimension de finalement qu'est-ce qui fait. Oui, mais alors là, le temps presse dans les 2 ans qui Oui, restent. donc ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'il faut prendre aussi des initiatives sur le plan du redressement démocratique du pays. Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire plus de transparence. Plus de transparence. Mais Dans les motivations de la décision publique, je prends un exemple, le président de la République a accepté une idée qu'on lui avait suggérée il y a quelques mois, de rendre public les avis du Conseil d'État sur les textes de loi, parce que c'était des secrets de la République, et le Conseil d'État disait ça c'est légal, ça c'est pas légal. Désormais c'est public. Il y a plein de domaines dans lesquels les motivations de la décision publique, les raisonnements qui conduisent l'exécutif à décider peuvent être rendus publics. Et puis c'est l'ouverture des données publiques, je ne rentre pas dans le détail. Deuxièmement, plus d'éthique. Monsieur Nadal vient de faire un rapport où il propose un renforcement des lois en matière de faute éthique, et je pense que ces propositions sont pratiquement bonnes de A à Z. Point, parce qu'on va revenir sur l'éthique. Non, la participation. La participation. Je pense qu'on est dans on vit l'émergence d'une nouvelle forme de démocratie dont on n'a pas tiré les conclusions, c'est très simple. La démocratie représentative est contestée. Elle n'est pas contestée dans son principe même, elle est contestée dans ses modalités d'exercice. Les parlementaires ne peuvent pas tout faire. Les Français, grâce au numérique, ont accès à énormément de connaissances, suivent beaucoup plus la vie publique et ils veulent participer plus à des processus décisionnels. Sur ces 3 plans-là, transparence, éthique, participation, un redressement démocratique est possible et ça recréera de la confiance. Mais justement, sur l'éthique et la République exemplaire que défendait le candidat François Hollande, on a vu, par exemple, récemment, 3 proches de Manuel Valls être nommés préfet hors cadre, la chef de cabinet de François Hollande également. On parle d'un lot de consolation pour Jean-Paul Huchon à la région, puisqu'il s'est désisté de l'investiture du Parti socialiste au profit de M. Barthelone. On a quand même l'impression que tout ça... Ça ne relève pas de l'éthique. Hein. Ce que vous dites là, ce n'est pas des fautes éthiques, ça relève des pratiques politiques. Oui, ce qui n'est pas tout à fait République exemplaire. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Les manquements éthiques sont sanctionnés par la loi, comme ils ne l'ont jamais été. Les ministres qui ont fait des erreurs ont démissionné. Aujourd'hui même, M. Balkany et son épouse sont traduits devant je ne sais plus quel tribunal pour tous les manquements. Pardon, il y a des suspicions nouvelles sur l'évaluation de leur capital. Bon, donc les règles ont été renforcées. Je pense qu'elles peuvent l'être plus encore. Les pratiques politiques, ça participe de ce redressement. Vous reconnaissez qu'effectivement, il faut faire attention lors des nominations. Il n'y a pas de manquement dans les nominations auxquelles vous faites référence. Il n'y a pas de manquement. Moi, je ne fais pas de procès d'intention pour M. Huchon. Les personnalités qui ont été nommées préfets le sont parce qu'elles ont des compétences. Mais il faut faire très attention aux pratiques politiques, comme il faut faire très attention aux mots de la politique. Mots MOTS. Et encore une fois, si tout à l'heure j'étais si dur avec M. Sarkozy, c'est quand on ramène la politique à des combats de personnes et de chefs, et pas des confrontations d'idées tout à fait légitimes, alors je crois qu'on détruit vraiment la confiance dans la chose publique. Donc il y a un ressaisissement dans les pratiques collectives, sur beaucoup de plans, qui doit accompagner le redressement démocratique. Ce n'est pas des réformes institutionnelles sur la transparence, sur l'éthique, sur la démocratie, la participation qui y suffiront, c'est aussi, en effet, des nouvelles pratiques politiques. Et de ce point de vue-là, je suis très confiant, par exemple, du développement de la parité dans les élections. Au cantonal, maintenant, vous avez autant d'hommes que de femmes. Demain, en régional, ce sera probablement la même chose. Je pense que ces changements-là de génération... Pour la présidence, un peu moins quand même. Mais... Pour la présidence Oui, pour l'instant. Oui, on est loin du 50-50, hein, c'est plutôt du 85. Certes, non mais d'accord, mais ça gagne. Et avec ces mouvements-là, c'est des nouvelles générations qui apparaissent en politique, des nouvelles façons de concevoir la chose publique qui apparaissent. Et je pense que ça va infuser obligatoirement, sur la durée, ce sera long, des pratiques politiques nouvelles qui feront de la démocratie française une démocratie mature, ce qu'elle n'est pas tout à fait encore. Alors vous parlez de la participation des électeurs, ça nous amène tout droit à la question sur les primaires. Oui, ici en novembre dernier, vous nous disiez que vous seriez favorable à ce qu'il y ait une primaire en 2016 avec François Hollande, les écologistes, les radicaux de gauche, enfin le maximum de partis de gauche représentés, pour être au 2e tour en 2017, vu les scores du Front National. Est-ce que vous tenez toujours ce propos? Écoutez, vous savez, les remèdes
remake. Hein. On va pas faire primaire saison 2. C'est très difficile d'être à la hauteur de la Si saison vous êtes encore 1. plus affirmatif qu'au mois de novembre, c'est le remake pour avoir du succès. Voilà, donc c'est pas d'actualité comme on Ça nous n'était pas non plus l'explique. au mois de novembre. Donc voilà, donc intellectuellement, je peux penser ce que je veux et je ne change pas facilement d'avis, mais ça n'est pas d'actualité politique. Donc C'est vous vous pourtant taisez. inscrit dans les statuts du PS. Oui, mais voilà, je vous ai répondu, c'est pas l'actualité. Encore une fois, intellectuellement, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vos propos, Moi, le premier. Vos propos vous embarrassent depuis le mois de novembre, Ah depuis que vous avez tenu sur ce plateau. non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je change pas facilement d'avis. Est-ce que vous obtiendrez gain de cause, pensez-vous? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous obteniez gain de cause, en effet? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une vie politique durablement tripolaire, si on veut être au deuxième tour, il vaut mieux rassembler au premier. Et donc les moyens de rassembler au premier, la façon de rassembler au premier, la volonté de rassembler au premier tour sont une condition indispensable d'un éventuel succès. Justement, donc François Hollande est en pré-campagne et il pense à ce rassemblement. Il va devoir pour 2017 certainement donner des gages aux écologistes. Concrètement, est-ce qu'il est en train de... Comment est-ce qu'il peut faire pour que Cécile Duflot ne se présente pas de son côté quel gage peut-il donner aux écologistes Le combat pour l'écologie, dont les Verts se professent les avocats, les champions, il se fait au gouvernement, aujourd'hui, avec la préparation des enjeux climatiques, dits COP21, en fin d'année. Le gouvernement, notamment le président, Ségolène Royal et le ministre des Affaires étrangères qui pilotent ce dossier, sont motivés comme jamais. D'ailleurs, si le président voyage beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est aussi pour préparer ce défi-là. S'ils réussissent l'accord international, qui sera une grande première, ils auront fait pour l'écologie plus que n'importe quelle formation politique. Et je ne vois pas comment, sur quelle base, une formation politique s'opposerait au bilan écologique d'un gouvernement qui réussirait l'enjeu COP 21. Il n'y a pas besoin d'eux au gouvernement. Donc. Si ça leur a été proposé, on leur a même proposé de s'en occuper, ils n'ont pas voulu. Manuel Valls a proposé à Mme Duflot de s'occuper de la COP 21, d'être ministre de l'Environnement, elle n'a pas voulu. Bon, voilà, donc on va le faire sans eux et on va essayer de réussir, malheureusement. Mais pour les régionales, ce serait quand même c'est mieux. Positif. C'est bien, de toute façon, il y a 3 forces politiques, au deuxième tour il en faut 2, donc il est mieux d'être soudé, d'être assemblé, surtout quand, franchement, les différences, il faut être expert en politique pour les lire très précisément. Vous nous dites que la présence d'un candidat ou d'une candidate écolo en 2017 en fait, est conditionnée au succès ou à l'échec il y a plein de mécanismes. Du sommet sur le climat. Mais en tout cas, moi je souhaite que nous, on est tendus vers des enjeux écologiques. C'est une des premières priorités des mois qui viennent pour le gouvernement. Et je ne vois pas qu'il y ait de désaccord entre nous et les Verts sur ces sujets-là. Et si on arrive, avec leur soutien, sans leur participation, à faire triompher cet enjeu-là, on aura vraiment rempli la case écologie et environnement du quinquennat. Et donc pas de remaniement prévu d'ici juin, septembre pour un nouveau gouvernement il y aura forcément des adaptations. Des ministres qui vont peut-être partir en campagne, je ne sais pas, qui vont peut-être souhaiter se concentrer sur la campagne. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom donné parce que je ne sais pas encore, les candidatures ne sont pas officiellement prononcées, mais enfin ça peut arriver. Il y a la question de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est un sujet en soi, qui mérite probablement quelqu'un qui s'en occupe. Donc il y aura sûrement des aménagements. Le président décidera. Pour ça Pas de calendrier, avant l'été, après l'été. On ne sait pas. Oui, on attendra. On n'a pas d'informations, on attend. Merci Karine. Merci. Perrine Tarnaud arrive maintenant pour évoquer donc, Thierry Mandon, votre action et vos idées, notamment des lois à durée déterminée, et LDD. Premières explications avec Samad Dechir. L'Assemblée nationale a adopté. Le Sénat a donc adopté. Adopté. Chaque année, une centaine de lois est adoptée en France. Pour lutter contre l'inflation législative, Thierry Mandon propose de créer, sur le modèle anglo-saxon, des lois à durée déterminée. Le principe, si un texte ne fait pas l'objet d'une évaluation dans les 3 à 5 ans, il est supprimé. Une proposition qui ne suscite pas vraiment l'enthousiasme des sénateurs. Je ne suis pas pour cette idée de loi temporaire, de loi Kleenex, de loi jetable, mais je suis partisan que lorsque l'on fait une loi, on est dans la tête que cette loi, elle va durer. Ça peut être au contraire un moyen de provoquer de l'inflation législative, parce que si vous devez remettre l'ouvrage sur le métier systématiquement tous les 3 ans, et si les lois sont un peu comme dans les messages de mission impossible, ils se détruisent dès qu'on les a lus ou au bout de 3 ans, alors ce sera l'instabilité législative, d'une part, et puis d'autre part, il faudra relégiférer à chaque fois.
Jean-Pierre Raffarin, lui, est favorable à l'idée de loi à durée déterminée. Il avait lui-même déjà formulé la proposition, mais reconnaît qu'elle est juridiquement contestable. À partir du moment où on organise un droit, où on donne des obligations, le fait de les limiter dans le temps peut poser des graves problèmes pour les personnes qui ont accès à ces droits ou qui doivent respecter ces obligations. Un argument partagé par ce spécialiste du droit constitutionnel, pour qui l'idée est bonne, mais difficile à mettre en œuvre. Il faut tenir compte de ce qui se sera passé pendant la durée de vie de la loi. Est-ce que véritablement on peut supprimer une loi sans la remplacer par quelque chose ? Si elle n'est pas systématique, l'évaluation des lois existe déjà en France. Elle est faite par les différentes commissions parlementaires. Mais il s'agit plutôt d'améliorer les textes que de les supprimer. Voilà, Perrine Arnault nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Pour mieux comprendre alors cette proposition décapante, alors que vous avez encore même dans votre musette des tas d'idées comme ça décoiffantes. Exactement. Donc loi Kleenex, disait Jean-Pierre Sueur, qui est socialiste aussi, qui est l'ancien président de la commission des lois au Sénat. C'est ce que vous voulez créer en France Non. Non, on peut jeter comme ça? Non, je respecte trop la fonction parlementaire et trop la fabrique de la loi pour considérer qu'on peut voter des textes et les jeter à la poubelle. Et je voudrais commencer juste très brillamment par ce point-là. Il est impératif, si on veut rétablir la confiance avec les citoyens, d'améliorer grandement la qualité de la loi et de la fabrique de la loi. Mais les citoyens qui sont eux-mêmes très demandeurs de loi. Oui, mais il faut qu'elles soient de meilleure qualité. Je prends un exemple tout bête. Il y a des lois qu'on vote et qu'on ne peut pas appliquer ou qu'on n'applique pas. Parce que les décrets ne sortent pas la plupart du temps. Pas seulement. Je prends la question de la pénibilité. C'est nous qui l'avons fait voter. Je suis pour le principe de la pénibilité. À l'heure où je vous parle, cette loi ne s'applique que partiellement. Parce qu'on a des difficultés pour l'appliquer complètement. Le MEDEF a raison. Ça veut dire que le MEDEF a raison. Non, mais oui, ça veut dire qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre de cette loi. Et donc là, il y a plusieurs problèmes. Le principal problème, et j'arrive à ma proposition, le principal problème, c'est qu'il est faux dans toutes les démocraties européennes que j'ai été étudiées de près. Il est faux. On est les seuls pour lesquels la loi est magique. C'est-à-dire, une fois qu'elle est votée, c'est génial. C'est un principe qui remonte à très loin. C'est Platon qui disait que la loi était la décision politique du plus grand nombre, sans limitation dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que font les Anglais? C'est la fameuse loi 10 Sunset Clause. Moi, je n'ai pas parlé de loi à durée déterminée. Ils disent, on vote une loi et on a un rendez-vous législatif obligatoire 2 ou 3 ans après, faute de quoi la loi s'éteint. Mais vous avez entendu les arguments du reportage, c'est-à-dire que finalement, ça crée encore plus d'instabilité législative et ça accroît l'inflation législative. Parce que s'il faut refaire des lois au bout de 3 ans, 5 ans... On ne la refait pas. On la refait pas. Vous avez, prenons la pénibilité, cette loi s'applique, et puis dans 3 ans, on a un rendez-vous législatif, c'est-à-dire pas un rapport. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les différentes commissions du Parlement. Il y a des rapports partout, la Cour des comptes, tout le monde fait des rapports, dont tout le monde se fiche. Donc, alors, Donc là, il y a un rendez-vous législatif, ça veut dire que 3 ans après, il y a un débat parlementaire avec une évaluation de l'application du texte, éventuellement des amendements qui permettent de corriger tel ou tel effet qu'on n'avait pas anticipé, et donc la loi continue. Et s'il n'y a pas ce rendez-vous législatif, la loi cesse. C'est ça la proposition, et je pense... Alors on peut en discuter. La loi s'éteint d'elle-même alors. Non, mais le but, c'est pas qu'elle s'éteigne. Le but, oui, c'est qu'elle soit évaluée avec une évaluation qui ait des conséquences législatives. Non pas qu'on demande un rapport qu'on enterre, mais que ce rapport fasse l'objet d'un débat législatif. Alors vous bafouez le vote de 3 ans auparavant. Mais on bafoue rien du tout, on corrige. Mais vous-même, dans votre vie professionnelle, vous passez votre temps à prendre des positions, à corriger, à améliorer, à regarder ce qui se passe. Sauf si vous êtes un esprit, ce dont je ne doute pas, supérieur. Non, je vous rassure sur ce point. La loi votée. Mais bon, ceci dit, tous les 3 ou 5 ans, les majorités gouvernementales et législatives parlementaires changent aussi, Thierry Mandon. Donc forcément, ce qu'une majorité fait, l'autre majorité détricote, défait, et sera tentée peut-être justement, effectivement, d'effacer, ainsi de faire tomber des lois qui ont été votées par les majorités précédentes. Alors, c'est pas pareil. Parce que si on regarde là aussi ce qui se passe à l'étranger, ça produit 2 choses, ce mécanisme. Premièrement, ça oblige à se préoccuper des questions de mise en œuvre concrète des textes qu'on vote. Mais pourquoi votre gouvernement, là, actuellement, ne s'occupe pas déjà de la mise en œuvre des textes qui sont votés sous sa législature? On s'en occupe. C'est Gérard Larcher qui a fait, sortir le taux d'application, justement, des lois sous la législature actuelle. Et il dit que le taux d'application a baissé et qu'il est tombé à 59%. Je ne sais pas s'il a baissé. Je pense qu'il est trop bas. Et je pense, moi aussi, j'ai une autre proposition là-dessus. Je pense qu'au bout de 6 mois, quand une loi est publiée, les décrets doivent sortir. Donnons 6 mois aux administrations pour les sortir. Et au bout de 6 mois, tout doit être public. Publication ou pas des décrets. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait quand vont sortir les décrets, si ça va sortir, si ça va pas sortir. Donc, publicité de l'état de la publication
des décrets 6 mois après le vote d'une loi. Ça aussi, c'est une mesure de transparence positive. Mais je reviens juste sur la loi dite à durée déterminée. Hein, la loi. Donc ça a 2 conséquences. Premièrement, on est obligé de se préoccuper des effets concrets de la loi qu'on vote. Et pas de s'en préoccuper de manière culturelle, intellectuelle, concrètement, puisqu'il y a un rendez-vous législatif. Et deuxièmement, comme on sait qu'il y a ce rendez-vous législatif, on prépare beaucoup mieux la loi qu'on s'apprête à voter. Et on essaye en fait d'anticiper les conditions de mise en œuvre, ce que ça créera réellement avant même que de voter le texte de loi. Le jour où on fait ça, on a des lois d'une bien meilleure qualité, on a donc une parole publique. Ce que votent les députés, ce que votent les sénateurs, ça va s'appliquer parce qu'on a bien réfléchi avant même le vote de la loi aux conséquences concrètes et aux conditions d'application de ce texte. Alors, 2 remarques par rapport à ce que vous venez de dire. L'exécutif qui dénonce donc un peu cette lenteur et cette inflation législative. François Hollande qui disait lui-même il y a quelques semaines lors d'une émission que 6 mois, voire 1 an pour faire voter une loi, c'est trop long. Mais est-ce que les exécutifs ne sont pas avant tout responsables eux-mêmes de cette inflation? Quand on voit effectivement le nombre d'amendements qui viennent du gouvernement, trop de textes, et puis le nombre d'amendements aussi en cours. D'abord, trop de textes. Trop de textes. Du coup, l'action publique est illisible. Et du coup, la machine administrative est préoccupée sans arrêt des décrets qui doivent sortir, des ordonnances, et elle est concentrée là-dessus. Premièrement, trop de textes. Deuxièmement, il est clair qu'on doit faire attention à l'application systématique des décisions et rapide des décisions qu'on prend. Systématique et rapide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la loi elle est fabriquée, donc encore une fois il y a les 6 mois de décret, et ensuite les choses doivent se mettre en œuvre. Et donc des lois votées plus précisément, ce sera des lois plus efficaces, et donc parce que vous incitez également vos collègues du gouvernement et même le Premier ministre à freiner un petit peu leur vitesse effrénée et leur quête éperdue de loi. Parce qu'il ne se passe pas une semaine, par exemple, sans que le Premier ministre annonce une nouvelle loi. Oui, et ça lui permet aussi d'exister. Non, c'est pas... Aussi. Oui, bon, enfin, c'est pas son propos. Non, mais là, vous avez raison, il faut s'occuper du flux législatif. Moi, on me demande de simplifier les règles qui existent. Si pendant que je simplifie, il y a chaque jour ou chaque semaine une loi nouvelle qui en rajoute, on ne va pas s'en sortir. Donc, le grand changement du prochain programme de simplification que j'annonce début juin, ce sera un dispositif, plusieurs dispositifs de régulation du flux législatif, inspiré des exemples danois, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Angleterre, qui permettent de réguler, vous verrez ça dans quelques jours. Ah non, il faut nous en dire un peu plus. Ouais, allez-y. Je vais vous donner un exemple. Allez. Pour la vie économique, il y a quelque chose qui en Allemagne s'appelle le Norman Control Rate, qui s'appelle en Angleterre le RGP, Regulatory Et en français, ça va s'appeler Policy. Ça va s'appeler le Comité d'impact entreprise. C'est un groupe indépendant d'entreprises qui, chaque fois qu'un texte à vocation économique sera élaboré par l'exécutif, pourra, si le gouvernement le souhaite, donner un avis en même temps que le Conseil d'État, donc ça rallonge, attendez, un avis indépendant sur les conditions concrètes de mise en œuvre du texte dans les entreprises. Si on avait eu ça, la suppression de la taxe professionnelle il y a quelques années, tous les effets induits qu'elle a eus, on aurait été alerté par ce comité. Si on avait eu ça au moment de la pénibilité, on aurait été alerté par ce comité. Donc vous voulez des lanceurs d'alerte contre certaines lois? Non, mais pas contre. Qu'avant de voter, mais comment ils font les Allemands? Est-ce qu'on a besoin d'installer un comité supplémentaire? Bien sûr, la preuve. Comment ça se passe? Alors c'est le boulot des parlementaires. Aujourd'hui, on vote une loi. Il y a quand même une commission des finances au Sénat, à l'Assemblée nationale, une commission des affaires économiques au Sénat, à l'Assemblée nationale. Pourquoi les textes sont inapplicables? Il y a quand même une administration qui travaille avec les ministres. Est-ce qu'on a besoin en plus d'un comité? Mais pourquoi des textes qui sont votés ne s'appliquent pas? C'est bien parce qu'on n'a pas pensé avant. En associant les parties prenantes, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les textes, on ne les a pas associés au processus législatif. Je vais vous donner l'exemple du SMIC en Allemagne. C'est extraordinaire en vitesse, je ne vais pas être trop long. Ils créent le SMIC, c'est pas rien. Oui. C'est un changement considérable, c'est des enjeux. Voilà. Ils ont cette instance. Cette instance est saisie du texte, elle dit attendez les gars, ça ne va pas. Ce que vous proposez, ça ne va pas. Si vous ne pensez pas à un régime spécial pour les colporteurs d'OGENO, pour les cueilleurs de cerises, pour les jeunes, pour les chômeurs de longue durée, votre SMIC à un peu plus de 8 €, ça ne marchera pas. Donc, le gouvernement entend, avant de voter la loi, cet avis indépendant, en prend une partie à son compte, modifie ce qu'il avait prévu de faire voter, va au Parlement, au Bundestag, et fait voter à 90% son texte. Et ce texte s'applique immédiatement le lendemain. Le SMIC en Allemagne, de 0
à 8 €, un peu plus de 8 € du jour au lendemain. Il y a une tradition de négociation, y compris dans le monde politique, vrai, qui est beaucoup mais plus forte c'est en pas Allemagne allemand. qu'en France. Ce même dispositif existe en Angleterre, il existe aux Pays-Bas, il va exister en Italie, il existe... vous allez chercher, donc ça s'appelle les programmes mieux légiférés. On a compris, mais alors on a l'impression, à vous écouter, que les parlementaires sont des nuls. Mais jamais... Oui, c'est la question que j'allais vous poser. On a l'impression que tout ça, ça renforce un peu l'anti-parlementarisme. Il faut les cerner par des gens compétents qui connaissent les dossiers, c'est ça. Mais l'intelligence d'un parlementaire, c'est d'écouter les avis de la société civile. Le parlementaire, il n'est pas forcément tout à fait dans la situation du directeur des ressources humaines qui doit appliquer tel texte sur la formation professionnelle ou du directeur juridique qui doit appliquer tel nouveau texte sur le droit de l'urbanisme. Il ne s'agit pas, c'est pas être incompétent que d'écouter ce que les gens avisés ont à vous dire sur ce que vous vous apprêtez à faire. C'est au contraire être particulièrement intelligent. Mais est-ce qu'on rajoute pas... C'est comprendre que la loi, c'est sérieux. On rajoute une strate, en plus. Non, en termes de délai, j'insiste là-dessus, ça se fait en même temps que l'avis du Conseil d'État, exactement en même temps, 21 jours circuit normal, 7 jours régime accéléré, donc ça ne rajoute aucun délai. Et en revanche, ça éclaire la décision des parlementaires qui restent les décideurs. Après, charge à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire. D'accord, mais après un filtre. Mais on est intelligent. Après un filtre. Oui, après un avis indépendant. Voilà, et donc il y a le Conseil économique et social aussi. Mais il y a la même chose pour les collectivités. Qui pourrait servir à ça. Il y a la même chose pour les collectivités. Les collectivités, il y a le Conseil national des donc normes. c'est un texte important que vous allez présenter au mois de juin. Pour l'instant, moi je mets l'instance, cette instance à disposition du gouvernement à partir du 1er juillet. Elle sera rattachée au Conseil de simplification. Elle serait prête à fonctionner dès que le gouvernement souhaitera l'avis de cette commission, il pourra la saisir. D'accord, donc ça va être présenté début juin. Mais pourquoi ne pas pousser finalement la logique jusqu'au bout et supprimer une des chambres parlementaires, supprimer le nombre de parlementaires? Il y avait une réforme institutionnelle. Réduire le nombre de parlementaires. Réduire, pardon, oui, mais ça, c'est pas forcément des choses auxquelles il faudrait s'interdire de penser. Je parle de réduire le nombre de parlementaires. Ah, vous ne parlez pas de... Oui, c'est une piste de réflexion qui a déjà été évoquée par François Hollande lui-même, bien sûr, notamment. Donc, je ne sais pas pourquoi on s'interdirait de penser à ça. Et sur la présence du Sénat, contestée par Claude Barthelone. Mais derrière, il ne faut pas que ce soit des mesures prises comme ça par une circonstance. Il faut que ce soit dans un nouveau contrat de confiance entre le peuple et le monde politique, ces élites politiques. Donc ce seront des pistes plutôt à l'occasion de... Alors, soit c'est une présidentielle, soit... Je crois que vraiment la question du redressement démocratique, elle passe par un nouveau contrat entre le peuple français et ses représentants. Encore une fois, ça c'est plus la gauche, c'est pas la droite. On ne recréera la confiance que si on crée ce moment de volonté de ressaisissement démocratique et de notre système politique. Donc une grande réforme institutionnelle qui pourrait être dans le programme d'un candidat à la présidentielle. Par exemple. Par exemple. Puisqu'on évoquait Claude Barthelone, est-ce qu'il peut rester président de l'Assemblée nationale tout en faisant campagne en Île-de-France pour les régionales de décembre? Je crois qu'il va faire comme ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire il va faire campagne et en séparant... C'est nécessaire, ils étaient Monsieur Accoyer a été candidat aux législatives. Non, il a été candidat, il était au municipal en 2000. Il va se retirer, M. Barthelone, au moment fort de la campagne. Ce sera quand le plus tôt possible, selon vous? Et puis si vraiment il a des situations qui le mettent en difficulté, il peut faire présider l'Assemblée par un vice-président. C'est pas une difficulté, ça se fait dans de très nombreuses séances. Donc il peut rester président de l'Assemblée jusqu'au mois de décembre. Telle est son intention. Il est candidat contre une autre députée, candidate elle-même à la région, qui ne va pas démissionner de son mandat de député. Tout reste en ordre. Merci. Merci beaucoup Thierry Mandon d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, Perrine Tarnaud, notre invité sera le défenseur des droits, Jacques Toubon. Il est de plus en plus sollicité, on parle de plus en plus de lui. Il viendra s'expliquer sur son action et sur certaines de ses interventions. À très vite.